Ici Satou. À chaque mariage, les cadeaux de mariage déferlaient sur mon compte en banque comme une tornade. Mais comme c'était un excellent moyen de rencontrer des femmes, j'étais prêt à endurer cette vie frugale jusqu'à mon prochain salaire. De retour à la capitale, j'ai passé un agréable dîner entre amis, ce qui m'a permis de me remettre de ma fatigue. Puis, ce soir-là, Nanashi le héros, j'entrai dans le cabinet privé du duc, dans son château, et il me salua comme un ami. En parlant, je me souvenais des phrases simples que j'avais utilisées la dernière fois. Quel étrange héros, d'entrer par la fenêtre comme ça. Assis en face du duc se trouvait le roi de Shiga, ou plutôt, sa doublure. Son ton était celui d'un grand-père grondant un petit-fils turbulent. Lorsque j'atterris au sol et arrivai au centre de la pièce, l'atmosphère chaleureuse changea légèrement, et l'expression de la doublure du roi se crispa. Monsieur Nanashi le héros, en tant que souverain du royaume de Shiga, je vous remercie d'avoir sauvé notre pays de la destruction. L'homme inclina profondément la tête. Même dans un cadre aussi officieux, il semblait inconvenant pour un roi de baisser la tête devant qui que ce soit. Ne vous inclinez pas, j'aimerais vous récompenser et vous accorder la pairie lors d'une cérémonie publique. Ne voulez-vous pas m'accompagner à la capitale royale dans mon dirigeable privé? Lorsqu'il leva les yeux, le roi dit quelque chose d'encore plus gênant. Si j'acceptais un rang élevé, je serais probablement entraîné dans toutes sortes de luttes politiques avec d'autres aristocrates. Inutile, mais en plus d'avoir vaincu un seigneur démon, vous avez vaincu un démon supérieur et même les 7 poissons monstres géants qu'il avait invoqués. Ce sont des exploits comparables à ceux du roi ancestral. Le laisser partir sans rien lui rendre serait. Je secouai la tête, interrompant les paroles du roi double. Mieux valait conclure rapidement et disparaître. Le prince a oublié ça. L'épée sacrée Clédiam celui. Je tendis l'épée au roi, la lame enveloppée de tissu. Cependant, le double la fixa simplement, sans chercher à l'accepter. Monsieur Nanashi, j'ai entendu dire par mes soldats que vous pouvez reproduire la véritable forme de cette épée. Ai-je bien entendu? J'acquiesçai silencieusement à la question du duc. Pensait-il que cette épée était une contrefaçon ou quelque chose du genre? Pourriez-vous nous la montrer? Dégainer une épée dans la chambre privée du duc semblait être une tentative d'arrestation immédiate, mais comme il la demandait lui-même, je n'avais pas vraiment le choix. Je dénouai le tissu autour de la lame de Clédiam celui, y injectais de la magie et récitais l'écriture. Plus petit que dense, plus grand que, comme lors du combat contre le démon jaune, l'épée se brisa en 13 lames plus petites et flotta autour de mon corps. Incroyable. Alors, les légendes disaient vrai. Magnifique. La tapisserie est loin d'être aussi fidèle. Bon, calmez-vous. Le duc et même la doublure du roi semblaient sur le point d'écumer. J'aurais aimé qu'ils modèrent un peu leur fanboyisme. Il me sembla qu'ils en avaient assez vu, alors je remis l'épée dans son état normal. Nombreux sont ceux qui ont pu utiliser les écritures pour faire danser l'épée, mais depuis le roi ancestral, personne n'a réussi à lui révéler sa véritable forme. Je récupérai l'épée que j'avais chargée sur l'épée, enveloppai la lame et la tendis au roi. Cependant, il refusa toujours. Non, garde-la, je souhaite la confier à celui qui saura révéler sa véritable puissance. Attendez, monsieur Doublure, devriez-vous vraiment prendre cette décision? Vous êtes sûr? Ces quelques mots me permirent de deviner s'il avait besoin de la permission du vrai roi. Mais ni le roi, la doublure, ni le duc ne semblaient disposés à changer d'avis. Bien sûr. Ensuite, tu devras apporter l'épée sacrée Clédiam celui à la cérémonie de la grande audience le jour de l'an. Je ne suis pas sûr de pouvoir y aller. J'essayais de faire comprendre que je ne voulais absolument pas y aller, mais je ne semblais pas le comprendre. Et là, je te déclarerai héros du royaume de Shiga. Donc, si je n'y vais pas, toute la cérémonie sera annulée. Ceci dit, la capitale royale serait-elle capable de se défendre sans Clédiam celui? C'était une épée pratique, certes, mais honnêtement, je m'en sortirais très bien sans. Et la capitale? La capitale abrite les 8 épéistes de Shiga et leurs épées magiques. Le roi Sozi répondit avec assurance, mais j'avais rencontré l'un des 8 épéistes de Shiga. C'était le garde du corps du prince, et il avait été quasiment inutile lors du combat contre le démon à la peau jaune. Si les 7 autres épéistes étaient du même niveau, pourrait-il vaincre un démon supérieur sans épée sacrée? De plus, une épée sacrée choisit son porteur. Tant que tu seras là, personne d'autre ne pourra probablement l'utiliser. À moins que le roi ancestral Yamato ne soit ressuscité du légendaire mausolée du cristal de rêve, bien sûr. Je vois. Bon, je suppose qu'il est inutile de la rendre s'ils ne peuvent pas l'utiliser. Oh, je sais. Peut-être pourrait-il utiliser l'épée sacrée Gjallarhorn pour défendre la capitale? Contrairement à la plupart des autres épées, qu'on disait être des dons des dieux, je pensais que celle-ci était censée avoir été fabriquée par le roi ancestral Yamato en personne. Commerce. PPP, c'est l'épée sacrée Gjallarhorn. L'épée sacrée volée par le seigneur maléfique il y a 17 ans.
En voyant l'épée sacrée que je tenais, le roi et le duc, double du corps, se levèrent d'un bond, surpris. Oh, Seigneur! L'épée forgée par notre grand roi ancestral Yamato est enfin de retour au royaume de Shiga. Merci, Nanashi le héros, merci. Je ne m'attendais pas à un tel enthousiasme. J'aurais peut-être dû la lui rendre plus tôt. Je me suis dit que le Seigneur maléfique, dont le double avait parlé, était probablement le roi mort-vivant Zen, qui m'avait donné cette épée sacrée. Contrairement aux épées sacrées divines, celle-ci était utilisable sans limite, comme en témoignait le fait que le mort-vivant Zen en était capable. Au cas où, j'avais gardé ma magie de guérison prête à l'emploi lorsque j'ai remis l'épée au roi double, mais rien ne s'est produit, comme je l'avais prévu. Par ailleurs, le troisième prince, qui avait rapidement vieilli lors de la bataille contre le démon jaune, avait été renvoyé à la capitale royale pour se reposer et se faire soigner. Une fois mon affaire au château du duc terminée, j'ai utilisé le sort de retour pour me téléporter dans les ruines du labyrinthe sous l'ancienne capitale. Mon plan était de fabriquer de la poudre de dragon avec les écailles de dragon noir que j'avais récupérées la veille. Zut, c'est dur. L'outil en acier bleui que les kobolds m'avaient donné ne pouvait même pas faire une égratignure. Si je le poussais encore plus fort, il serait probablement ébréché. Plus petit que pour l'éternité, plus grand que, j'ai sorti l'épée sacrée Durandal de la réserve et j'ai récité les écritures dont Ringrand m'avait parlé, et sa lame ébréchée s'est instantanément restaurée. Elle a consommé la puissance magique que je lui avais chargée, mais c'était un prix modique. Je ne savais pas si cela fonctionnerait si la lame était complètement brisée, mais dans tous les cas, c'était un pouvoir bien pratique. Je suppose que je vais utiliser l'épée sacrée Durandal comme arme principale à partir de maintenant. Cette chose coupe toujours si bien. J'ai coupé les écailles en petits morceaux avec l'épée sacrée Durandal, puis je les ai frottées ensemble pour les réduire en poudre. Ça a commencé à devenir assez fatigant à mi-chemin, alors j'ai utilisé une petite quantité de poudre comme agent pour le sort de polissage, ce qui a transformé le reste en poudre d'un seul coup. Qualité supérieure? La poudre obtenue avait le statut de qualité supérieure. Curieux, j'ai essayé d'en transformer une petite quantité en bleu pour en faire une seule flèche sacrée. À ma grande surprise, elle était 3 fois plus puissante que celle que j'avais fabriquée auparavant. Si elles étaient trop puissantes, j'aurais moins de possibilités de les utiliser, mais je pourrais probablement y parvenir en ajustant la quantité de bleu. Pendant ce temps, j'ai produit en masse 1 millier de balles en combinant moule magique et forge. J'en ai ensuite creusé quelques-unes avec une épée sacrée et j'ai fabriqué une version balle des flèches sacrées. Je comptais les lancer avec le sortir. Ensuite, j'ai creusé des trous en forme de vis dans quelques-unes d'entre elles. En y vissant des fûts de flèches, je pourrais aussi les utiliser comme flèches sacrées. Je me suis dit que les tirer avec un arc magique serait plus puissant qu'avec le sortir. Tant que j'y étais, j'ai aussi fabriqué des balles magiques bleues à partir de noyaux de monstres normaux. Tirer avec le tir s'est avéré moins précis que prévu, alors j'ai décidé de travailler sur une meilleure méthode. Version du sort. J'espérais améliorer leur précision en ajoutant un vecteur de rotation latérale à leur trajectoire lors du tir, comme les balles dans mon ancien monde. Le reste de mes parchemins devrait être prêt à être récupéré dans environ 5 jours, je comptais donc terminer le sort d'ici là. Quant à la pointe de lance en griffe de dragon que j'utiliserai pour améliorer la lance de Lisa, je me demandais si je pouvais la fixer solidement. J'ai donc décidé de planifier un peu plus avant de tenter quoi que ce soit. Le lendemain, j'ai été convoqué au château du duc concernant l'incident du dragon noir, où le héros et moi avons reçu la médaille de la conquête du dragon du duché d'Ugosh. Cette médaille semblait rare, contrairement à la médaille de saphir du duché d'Ugosh que j'avais reçue précédemment. Grâce à elle, je serais traité presque aussi bien que le chef d'une famille de la haute noblesse, n'importe où dans le duché. Peu importait, car j'avais déjà bénéficié d'une hospitalité excessive. Nous avons également reçu des compliments de la part de la doublure du roi, présente à ce moment-là. On nous a aussi annoncé que nous pourrions recevoir des médailles du royaume lors de la grande audience, où les nobles se réunissaient dans l'ancienne capitale pour célébrer le nouvel an. Puis, lorsque je me suis séparée de l'héroïne, la princesse Ménéa, et des autres au château du duc et que je suis retournée au manoir où nous logions, le majordome m'a informé qu'un invité m'attendait. Je suis vraiment désolée de vous avoir fait attendre. Sir Satou. Non, c'est moi qui suis arrivée sans prévenir. Tolma s'est levé du canapé et m'a salué nonchalamment. Il avait beaucoup fait pour moi, depuis mes informations sur d'autres nobles jusqu'à ma présentation à l'atelier de parchemin tenu par le vicomte Siemon, membre de sa famille. Je n'allais donc pas lui faire de reproches pour un léger manquement à l'étiquette. Le plus gros problème était l'homme à l'air mal en point qui se tenait derrière lui. Je l'avais rencontré au dîner du duc, mais je ne me souvenais plus de son nom avant de le voir sur l'écran de réalité augmentée. Je crois que vous vous êtes déjà rencontrés, mais voici le vicomte Kirk Emmerin, chef de la famille Emmerin. Oui, nous avons été brièvement présentés au dîner. Tolma était d'habitude assez inconscient,
il était donc un peu surprenant qu'il me les présentait. Si je me souvenais bien, cette famille gérait un vaste verger et s'était principalement tournée vers le commerce depuis qu'il avait pris le titre de vicomte. Que me voulait un noble de haut rang comme lui? D'après mes notes, notre seul lien antérieur était une simple danse que j'avais partagée avec sa deuxième fille au bal du duc. Il dit qu'il a besoin de votre aide pour quelque chose. Mon aide? Je suppose donc que ce n'était pas juste un père en colère qui venait me grommeler. Il avait plutôt l'air fatigué que furieux. Voyez, la flotte commerciale qu'il avait organisée avec l'aide de divers investisseurs a été anéantie près des îles du Dragon des Mers, alors. Tolma, tu n'avais pas besoin de lui raconter ça. L'explication enjouée de Tolma fut interrompue par un vicomte émerin plutôt maussade. Pourtant, les îles du Dragon des Mers semblaient être un endroit passionnant. Je les ajoutai discrètement à ma liste de destinations touristiques. Ce que je veux vous demander, sœur Pendragon, c'est ce fruit. Le vicomte émerin interpella un serviteur debout près du mur, qui déposa sur la table une pile de fruits aux couleurs étranges et inégales. D'après mon art, il s'appelait fruit Lulu. Mais la ressemblance avec mon adorable compagne Lulu s'arrêtait là. La peau du fruit était couleur mûre, avec des taches grises marbrées. Il y avait aussi des zones noirâtres décolorées, comme des taches de sucre sur des bananes. Il dégageait aussi une odeur nauséabonde, comme un mélange de parfums épais. C'est un fruit vraiment unique que vous avez là. Mon talent pour le poker face m'a permis de garder un sourire sérieux et de faire la remarque la plus anodine possible. J'ai préparé le thé, monsieur. Merci. Pour une raison inconnue, c'était Lulu, et non une servante, qui s'approcha avec un plateau. Je voyais quelques jeunes visages familiers apparaître derrière la porte, comme Arisa et Pochi. Elle avait donc probablement été envoyée en éclaireuse. Avec vos talents de cuisinière, seriez-vous capable de préparer une confiserie qui permettrait de vendre ce fruit? Cela semblait assez improbable, mais peut-être était-il délicieux malgré son odeur, comme du durian. Eh bien, je ne peux pas l'affirmer avec certitude, à moins de connaître son goût. Goûtez-y, alors. Le serviteur du vicomte émerin coupa le fruit en tranches avec un petit couteau et aligna quelques petits pots scellés sur la table. Le fruit était d'un bleu outre-mer vif, ce qui me fit douter qu'il fût comestible. Les pots, quant à eux, contenaient les fruits marinés dans divers liquides. J'ai goûté chacun à leur tour. Aigre, c'était 100 fois plus acide qu'un citron. Et après l'acidité, il laissait aussi un arrière-goût amer. Après avoir goûté le Lulu cru, je l'ai goûté mariné au vinaigre et au miso, transformé en confiture, séché, etc. Mais tous étaient tout aussi immondes. Son immondice rivalisait avec le pain aux fruits gabots que je mangeais à Sériou. Ni le sucre ni le miel ne suffiraient à effacer ce goût infect. J'ai arrosé le tout avec le thé que Lulu m'a offert. C'est un vrai défi. J'espérais qu'un chef miracle comme toi trouverait une autre utilité à ce Lulu que de nourrir le bétail. De la nourriture pour le bétail, répéta Lulu d'un ton sombre. C'était suffisant pour me donner envie d'injurier le vicomte émerin, mais c'était aussi ma faute de ne pas avoir fait sortir Lulu de la pièce à temps. Attendez un instant, ce Lulu a un potentiel énorme. Bien que je sois face au vicomte émerin, je m'adressais en réalité à Lulu. Elle leva les yeux baissés vers moi. Si tu me donnes quelques jours, je te le promets, je pourrai réveiller la véritable splendeur de ce fruit. Ma déclaration audacieuse illumina légèrement le visage de Lulu. Peut-être que son complexe d'infériorité s'atténuait peu à peu. Osant, êtes-vous bien sûr? Oui, laissez-moi faire. Le vicomte émerin me serra la main comme s'il s'accrochait à son dernier espoir de salut. Pour lui, donner à ce fruit une plus grande valeur commerciale était probablement le seul moyen de protéger son nom de famille. Lorsque le vicomte émerin est parti avec Tolma, l'espoir était revenu dans ses yeux. Il ne me restait plus qu'à tenir ma promesse. Ce n'était pas du tout votre genre, maître. Vraiment? Je répondis distraitement aux paroles d'Arisa en ouvrant le bloc-notes de mon menu réseau et en commençant à travailler sur un plan pour l'opération Fruit Lulu. Elle avait raison, cependant. En vérité, j'avais conclu cet accord imprudent parce que je ne supportais pas que ce fruit portant le même nom que Lulu soit si malheureux. Avez-vous un plan? Bien sûr. Le goût du fruit Lulu était vraiment affreux, mais selon la façon dont on le traitait, ses 4 principaux atouts, aigreur, amertume, piquant et puanteur, pouvaient se transformer en atouts. Certaines formes, comme la confiture cuite et les fruits secs, le rendaient même légèrement sucré. Tama et Pochi ayant un sens du goût très développé, je les ai recrutés pour m'aider à tester. Je voulais surprendre Lulu avec le produit fini, alors je lui ai demandé de cuisiner des génoises avec Lisa. Pris par le côté expérimental du processus, j'ai essayé de le faire bouillir et de le cuire à la vapeur à différentes températures, notant les résultats dans mon bloc-notes. Oups, c'est très fort, monsieur. Ça me donne envie de viande séchée de baleine pour me nettoyer le palais, monsieur. Au début, elle n'était pas emballée par les échantillons, mais au bout d'un moment. Pochi, Tama, elle se nommait d'un air morose en dévorant les échantillons. Nous n'avions abordé que la moitié de mes idées jusqu'à présent,
mais je ne voulais pas les traumatiser, alors je les ai laissés tranquilles pour l'instant et j'ai continué à goûter seul. Mon don des auto-guérisons a réussi à apaiser mes papilles gustatives paralysées, ce qui m'a permis de poursuivre la dégustation sans difficulté. Grâce à cela, j'ai pu trouver une méthode de préparation idéale dès le lendemain matin. Qu'en penses-tu? C'est délicieux. Lulu, la première à goûter les nouveaux échantillons, resta bouche bée. C'est vraiment le même fruit qu'hier? La couleur et l'odeur sont complètement différentes. La couleur outre-mer a viré au rouge vif, le rendant à peine reconnaissable. Bien sûr, ai-je dit doucement. Je te l'avais dit, non? Ce Lulu a beaucoup de potentiel. Lulu semblait au bord des larmes. Je ferai de mon mieux, moi aussi. On aurait dit que ce que je voulais vraiment lui dire l'atteignait. Lulu sourit à travers ses larmes. Dans le cas de Lulu, elle avait plus que du potentiel. Elle était déjà belle, mais elle le serait encore plus si elle prenait confiance en elle. Mais si elle devenait encore plus charmante, l'univers lui-même pourrait être déséquilibré. Je lui ai raconté le vilain petit canard hier soir avant de dormir, remarqua Arisa derrière moi d'un ton complaisant. Je ne pus m'empêcher de la féliciter pour cela, alors je lui tapotai la tête d'un air approbateur. Une fois Lulu un peu calmée, j'ai proposé des échantillons au reste du groupe, déjà rassemblé autour de nous. Allez-y, goûtez-le. Non merci, Pochi a le ventre plein, monsieur. Après m'avoir aidé hier, Tama et Pochi semblaient méfiants à l'égard du fruit. Dès que je le leur ai tendu, leurs oreilles se sont aplaties et leur queue s'est cachée entre leurs jambes. Je ne voulais pas les forcer, alors je l'ai proposé aux autres enfants. Qu'est-ce que c'est? C'est tellement bon qu'on pourrait crier. Arisa a mâché l'échantillon avec une expression de surprise. Miam, maître, c'est sucré et délicieux, je vous le recommande. Cette version glacée a aussi une certaine douceur, avec une texture merveilleusement onctueuse. Mia, Nana et Lisa ont également fait des éloges. Les différentes façons de le préparer semblaient avoir un effet majeur sur sa saveur et sa texture, donc ça vaudrait probablement le coup d'explorer davantage. Miam, vraiment, monsieur? Attirés par les réactions des autres, Pochi et Tama saisirent prudemment le fruit. Eux-mêmes, les yeux de Tama pétillèrent tandis qu'elle mâchait l'échantillon. C'est délicieux, monsieur. Vous êtes vraiment extraordinaire, monsieur. Enfin, Pochi remua la queue et afficha un large sourire. Lulu se joignit au reste du groupe pour goûter les différentes variétés. Tout le monde avait toujours un sourire. J'avais été éveillée 3 nuits d'affilée depuis l'incident du dragon noir, j'avais donc besoin d'un peu de repos avant de rédiger un rapport sur mes découvertes concernant les fruits Lulu. Après ma sieste, je reçus une réponse à la demande de rendez-vous que j'avais envoyée au vicomte Emmerin. J'ai donc demandé au majordome de préparer une calèche et je suis partie. Pourquoi êtes-vous? Dans le hall d'entrée de la maison du vicomte Emmerin, je rencontrai une jeune noble adolescente. J'avais dansé avec elle au dîner du duc. Si je me souvenais bien, elle s'appelait. C'est un plaisir de vous revoir, dame Rina. Mélo, Ister, monsieur. Chevalier. La fille du vicomte, dame Rina Emmerin, rougit. Elle me rappela un peu mademoiselle Karina. J'avais réussi à me souvenir de son nom car c'était aussi la première personne avec qui j'avais dansé au bal. Sieur Chevalier, le vicomte vous attend. Je suis désolé, j'arrive tout de suite. Veuillez m'excuser, dame Rina. Le majordome du vicomte Emmerin me conduisit au salon. Pour un manoir de nobles de haut rang, la décoration semblait plutôt banale. Je n'étais pas experte en art, mais mon talent d'estimation me donnait le prix du marché de chaque œuvre. Puisque vous avez demandé à nous rencontrer si soudainement, puis-je supposer que vous souhaitez discuter de votre paiement? Comme vous le savez peut-être déjà, notre situation financière est précaire actuellement, et je ne peux donc pas vous rembourser. Cependant, alors qu'il m'offrait une place, le vicomte Emmerin était déjà au milieu d'un long discours. Votre Excellence, un chariot chargé des fruits en question me suffirait amplement. Cela peut paraître beaucoup, mais en consultant le verger du vicomte sur ma carte, je découvris qu'il s'agissait d'un immense espace clôturé par des poteaux. Compte tenu du climat du duché, il pourrait probablement récolter environ 2 fois par an, ma demande était donc bien modeste en comparaison. Plus importante encore, veuillez d'abord goûter ces échantillons. Je sortis un récipient de fruits Lulu transformés. J'avais choisi d'apporter 3 variétés cette fois-ci. Des échantillons? Vous avez déjà préparé des échantillons en une seule journée? Monseigneur, veuillez patienter un instant. Le vicomte tendit la main vers les échantillons, mais son majordome l'en empêcha et ordonna à la jeune servante qui venait d'apporter du thé de les analyser pour déceler tout poison. Apparemment, personne au manoir n'avait la moindre compétence en analyse d'objets. Je peux vraiment? Oh, hurrah! Je vais goûter aux légendaires douceurs de Sir Pendragon. Salana, je m'excuse. J'étais surexcitée. Le majordome lança un regard noir à la servante, qui semblait prête à vomir son plateau d'excitation. Ça va à merveille avec cette douceur blanche et moelleuse. Celle-ci est excellente aussi, et celle-ci. Je suis tellement contente que c'en est presque effrayant. Voyant sa joie intense à manger mon plat,
je ne pus m'empêcher d'être moi-même un peu satisfaite. Une fois que la servante eut dissipé tous les soupçons de poison, le vicomte et sa famille se réunirent pour goûter également les échantillons. C'est vraiment le même fruit? Mais pourquoi la couleur est-elle si différente? Elle change à la cuisson. Le vicomte et sa femme appréciaient particulièrement la version sucrée sans acidité. Délicieux. J'aimerais bien les apporter à mon prochain goûter. La fille aînée du vicomte, qui était à peu près au lycée, semblait préférer la version légèrement acidulée. Et mademoiselle Rina adorait tellement le gâteau aux fruits Lulu qu'elle s'en était bourré les joues comme un tamia. J'en avais fait un gâteau pour adoucir l'acidité et l'amertume avec de la crème. Cette troisième variété était la plus difficile à réaliser. Pour l'instant, j'étais la seule à pouvoir la réussir, car je pouvais voir la température sur mon écran de réalité augmenter. Vous les aimez? Mon Dieu, nous ne devrions avoir aucun mal à les vendre. Pas étonnant qu'on vous appelle un chef miraculé. Si vous le permettez, Votre Altesse, j'aimerais offrir ce gâteau aux fruits Lulu au mariage du seigneur Tisrado. Ça vous va? Qu'est-ce que c'est? Le mariage du jeune seigneur, dites-vous? C'est plus que ce que nous aurions pu espérer. C'est moi qui devrais vous le demander. Génial. Avec la permission du vicomte, je pourrais faire du gâteau aux fruits Lulu le gâteau de mariage. Ce serait une façon parfaite de populariser le fruit Lulu. Je lui ai présenté les recettes des 3 produits et le rapport de mes recherches. Incroyable. Toutes ces recherches en une seule nuit? Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire devant la surprise du vicomte. Le secret, c'est que j'ai utilisé 32 ustensiles magiques de cuisson portable à la fois pour tout faire, mais je n'allais pas le lui dire. Je suis heureux d'avoir pu satisfaire votre demande, Votre Excellence. S'il vous plaît, Sœur Satou, appelez-moi Kirk. Mais votre précédente demande est loin d'être une récompense suffisante. Puisque vous êtes célibataire, Sœur Satou, permettez-moi de vous donner la main d'une des filles de notre famille élargie. Femme, mademoiselle Rina se leva d'un bond, fourchette toujours à la main. Qu'y a-t-il, Rina? Oh non, ce n'est rien. Mademoiselle Rina retomba sur sa chaise comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. C'était peut-être mon imagination, mais elle était un peu pâle. Quoi qu'il en soit, son éclat a suffi à faire dérailler la conversation, alors j'ai réussi à abandonner le sujet de la demande en mariage. Joli, monsieur, depuis le toit du manoir du duc, nous pouvions voir le cortège nuptial défiler dans les rues. Aujourd'hui se déroulait le mariage de Tisrado, frère cadet de Ringrande, petit-fils et futur successeur du duc, et petite-fille du marquis Eluette, dont le territoire se trouvait à l'extrémité ouest du royaume de Shiga. Mademoiselle Karina assistait au mariage avec son jeune frère, Orion, et n'était donc pas avec nous. Malgré leur jeune âge, Tama et Pochi étaient fascinés par la robe de mariée. Tama est montée sur ma tête, et Pochi a tiré sur mes vêtements en agitant l'autre main avec excitation. Mia a tenté de suivre l'exemple de Tama, mais j'ai décidé qu'il était plus prudent de la rattraper en chemin et de la tenir sous un bras. Robe blanche. Comme c'est joli, a roucoulé Arisa. Les kimonos sont superbes, mais ce n'est vraiment pas un mariage sans robe de mariée. Maître, je voudrais un bouquet de fleurs comme la mariée, je vous en prie. Avec les plus jeunes, Nana m'accompagnait avec enthousiasme aujourd'hui. C'est vraiment un magnifique cortège. Lisa était calme comme toujours, mais son regard fixé sur la mariée laissait deviner son enthousiasme. Oh, elle a l'air si heureuse. J'aimerais bien être une mariée comme elle un jour. Soupira Lulu. J'en suis sûre, Lulu. Je lui tapotai légèrement la tête. Une robe d'un blanc immaculé irait à merveille avec ses cheveux noirs. Si elle se mariait un jour, je lui confectionnerais une robe faite main. Maître, Lulu se serra contre mon épaule. Coupable? Je ne suis pas sûre. Mia et Arisa nous regardèrent avec suspicion. Sire Chevalier, un messager du vicomte Siemon est arrivé. Très bien, je vais les voir. Une des femmes de ménage m'a conduite à la visiteuse. Ayant consulté mon plan en chemin, je savais déjà que c'était Natalina, de l'atelier de parchemin. Elle avait probablement une livraison, même si elle était arrivée plus tôt que prévu. Voici votre commande, monsieur. Ça a l'air bon? Oui, c'est tout. Les parchemins que j'avais commandés étaient tous terminés en avance. Comme d'habitude, la formalité n'était pas le fort de Natalina. Tu crois que les parchemins de feu d'artifice seront prêts à temps? Oui, on a tous travaillé jour et nuit pour être sûr d'avoir terminé à temps pour la fin de la réception. Je suis ravie de l'apprendre. J'avais aussi commandé de nouveaux parchemins. Shooter version 2 et multi-outils, ainsi que quelques autres sur lesquels je travaillais depuis longtemps, enregistreur d'images, enregistreur de son, climatisation et réduction des UV. Ce dernier était une demande d'Arisa. Multi-outils était un sort permettant de créer un outil de n'importe quelle taille et forme. J'avais réutilisé une grande partie du code de moule magique, donc c'était assez facile. Il serait probablement possible de fabriquer des épées et autres objets avec ce sort. Dans mon cas, cependant, il aurait été plus rapide de mettre l'âme enchantée sur mon doigt que de sélectionner multi-outils dans le menu magique, donc je n'ai pas vu cela entrer en jeu.
Ce soir-là, j'ai travaillé comme chef au mariage de Tisrado, avec Lulu et Arisa comme assistantes. Seigneur Satou, votre tempura est vraiment divin. Vraiment, je crois que le tempura au gingembre mariné en est la forme ultime, mais je ne refuserai aucune autre sorte. Je suis d'accord, comte Owen. Mon opinion selon laquelle les crevettes sont la tempura par excellence reste inchangée, mais toute tempura est un vrai régal pour mon palais. Pour une raison inconnue, les grands gourmets de la vieille capitale, le marquis Lloyd et le comte Owen, avaient pris place à côté de ma table de cuisine. D'après Tolma, ils s'entendaient comme chien et chat, mais pour l'instant, ils étaient clairement les meilleurs amis du monde. Ça, Sir Pendragon, Miss Carina apparut non loin de là. Avec son maquillage et sa robe impeccable, elle était d'une beauté impressionnante, même parmi tous les nobles séduisants présents à la réception. Naturellement, je trouvais Lulu encore plus belle, mais il serait cruel de faire ce genre de comparaison. Derrière elle se trouvait son frère et le prochain baron Munro, Orion, ainsi que 2 jeunes filles. Sir Pendragon, permettez-moi de vous présenter. Voici ma fiancée, Muse, la fille du baron Lagauche. Orion fit un geste vers la plus simple des 2 filles. Elle avait l'air d'une collégienne, avec des cheveux blonds clairs et une expression timide. Ses traits me rappelaient un peu Sarah du Temple Tenion. D'après mon art, elle faisait partie de la famille élargie du duc Gauche. Enchantée de vous rencontrer, dame Muse. Je suis Satou Pendragon, chevalier héréditaire. Tout le plaisir est pour moi. J'ai beaucoup entendu parler de vous par Seigneur Orion et dame Carina. Malgré mon salut amical, mademoiselle Muse semblait nerveuse, voire méfiante. Avait-elle entendu une étrange rumeur à mon sujet? Sire Satou, savez-vous à quel point maîtresse Carina est extraordinaire? Elle a reçu des invitations à danser de la part de dizaines de nobles avant même notre arrivée. Ce n'était pas Miss Muse, mais la jeune fille derrière elle, la princesse Ménéa aux cheveux roses. Sa tenue mettait sa beauté en valeur. Coincée entre elle et Miss Carina, Miss Muse était, je le crains, presque invisible. C'était dommage, car elle était elle-même plutôt mignonne. Mais je les ai toutes refusées, bien sûr. Carina s'empressa de détourner la flatterie de Ménéa. Mais vous étiez plutôt populaire, n'est-ce pas, Miss Ménéa? Les joues d'Orion étaient rouges lorsqu'il complimenta la princesse Ménéa. Le sourire figé de Muse derrière eux était pénible à voir. Merci, Seigneur Orion. Cependant, j'ai déjà jeté mon dévolu sur quelqu'un d'autre. De façon alarmante, le regard de la princesse Ménéa était fixé sur mon visage tandis qu'elle prononçait ces mots. Mais maîtresse Carina est devant moi, poursuivit-elle en riant, alors peut-être que je vais viser la seconde épouse d'un vice-roi. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle voulait dire. Tiens, petite coquine, si mon maître épouse Carina pour devenir vice-roi, tu peux être sûr que sa seconde épouse sera ta servante. Derrière la table de cuisine, Arisa murmura sombrement, ajoutant au drame. Un noble de bas étage comme moi ne deviendrait jamais vice-roi, alors tout cela me semblait discutable. Sire Satou, ce serait dommage de passer une si belle réception à cuisiner. Pourquoi ne pas laisser ce travail ingrat à vos serviteurs et danser avec moi, s'il vous plaît? Ménéa me prit la main avec empressement. Son attitude envers moi avait clairement changé après cette rencontre avec le dragon noir. Je ne me souvenais pas avoir fait quoi que ce soit pour m'attirer ses faveurs, alors je n'avais aucune idée de ce qu'elle pensait. Un travail ingrat, dis-tu? Même si tu es une princesse, je ne peux supporter de tels mots. Les 2 hommes qui répondirent aux paroles de la princesse Ménéa furent le marquis Lloyd et le comte Owen. Hein? Je vous demande pardon? La cuisine de Satou est un art. Si vous ne maîtrisez pas un tel art, vous êtes indigne des cheveux roses de la famille royale de Lumorque, que le roi ancestral Yamato qualifiait autrefois de trésor inestimable. Ces 2-là prenaient la cuisine bien trop au sérieux. Marquis Lloyd, comte Owen, je vous en prie. Inutile d'être si dur envers moi. Harumph, si vous le dites, Sire Satou. Oui, très bien, nous ne voudrions pas déranger notre chef préféré. La princesse Ménéa semblait déstabilisée, alors j'ai doucement mis fin à leur rage, lui donnant l'occasion de se racheter. Mes excuses, j'ai mal choisi mes mots dans mon empressement à inviter Sire Satou à danser. Lorsque la princesse Ménéa s'est sincèrement excusée, le marquis Lloyd et le comte Owen ont hoché la tête et ont repris leur discussion culinaire. Permettez-moi de répéter ma demande. Sire Satou, je vous en prie, dansez avec moi. La princesse Ménéa me prit la main à nouveau et battit des paupières. Pour une raison inconnue, mademoiselle Carina semblait la fusiller du regard presque aussi furieusement qu'Arisa. Juste à ce moment-là, un nouvel intrus entra dans la mêlée. Satou, que fais-tu à cuisiner ici? Le héros me remarqua de loin et s'approcha. Derrière lui se trouvait le reste de son groupe, tous sur leurs 31. Ils étaient tous magnifiques, avec une silhouette imposante en prime, un spectacle à ne pas manquer. Est-ce Sœur Ayato Masaki le héros? Ma sœur, Sœur Pendragon est-il un ami de Sœur Héros? Le baron Munro avait dû lui aussi élever ses enfants dans la tradition des héros. Waouh, c'est des tempura? Puis-je en avoir? Bonsoir, Sœur Ayato.
Voulez-vous aussi du riz blanc fraîchement cuit? Sérieux? Ce serait génial. Chargez-moi, s'il vous plaît. Les femmes derrière lui m'ont également salué amicalement. En retour, j'ai complimenté chacune d'elles à tour de rôle. C'était agréable de ne pas avoir à faire de cérémonie. Vous ne devenez pas trop aimable, n'est-ce pas? Arisa m'a interpellée, alors j'ai simplement répondu, bien sûr que non. Avant de commencer à cuisiner, j'ai décidé de présenter mademoiselle Karina et compagnie au héros. Attendez, le héros de l'Empire des Sagas est venu saluer Sir Pendragon? Et Sir Pendragon l'a aussi appelé par son prénom. Vous n'avez pas entendu? Sir Pendragon a accompagné le héros pour affronter un dragon. C'est vrai? Il faut qu'on le marie dans notre famille, alors. Alors que je discutais avec le héros, j'entendis des nobles bavarder à notre sujet. Cette dernière remarque posait problème, mais je n'y pouvais pas grand-chose, alors je l'ignorais et préparais un service de tempura pour le groupe du héros. C'est Arisa qui leur apporta le repas. Merci d'avoir attendu, Sir Héros. Paix princesse Arisa? Pourquoi faites-vous le travail d'une servante? Les cris stridents du héros déclenchèrent un brouhaha parmi les nobles et les serviteurs alentour. Je suis une ancienne princesse, rappelez-vous. Et je ne pouvais pas rester sans rien faire pendant que le seigneur Satou travaille dur. En tout cas, cette tenue de servante n'est-elle pas magnifique? Arisa fit un petit tour. Bien sûr, elle vous va à ravir. La princesse Mérieste et mademoiselle Ringrande froncèrent les sourcils face aux héros obséquieux, lui tirant chacune un bras en signe de protestation. C'était un geste de jalousie plutôt mignon. En voulez-vous aussi? Pour les distraire de la folie du héros, je leur offris quelque chose à manger. Oh, vous avez apporté ça aussi? On dirait de l'eau, mais ça sent vraiment bon. C'était mon consommé, une sorte de plat secret. Mia n'aimait pas la production en masse, alors j'en fis un seul pot pour les personnes qui en faisaient la demande. La portion que je servis au héros et à ses compagnons provenait du peu qui n'avait pas déjà été réservé. Délicieux, vraiment, c'est un plat miracle digne de la table des dieux. La princesse Mérieste réagit avec une excitation exagérée en goûtant la soupe. Son sourire éclatant indiquait clairement qu'elle ne faisait pas que par politesse. Vous avez entendu? Waouh, la soupe consommée est vraiment incroyable. Alors même son Altesse de l'Empire des Sagas est sous le charme du chef miraculé? Encore des rumeurs de nobles. J'espère que toutes ces étranges rumeurs ne me suivront pas dans mes voyages. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Les mariés sont sur le point d'entrer. Après avoir discuté un moment avec le cortège du héros, Karina, et les autres, une voix retentit au fond de la salle de réception. L'éclairage de la pièce s'éteignit et la magie de lumière braqua une douce lumière sur les mariés. Ils se dirigèrent vers un énorme gâteau de mariage à 8 étages, dissimulé sous un linceul de tissu. Le gâteau seul ne pouvait pas supporter tout son poids, aussi tous les étages, sauf les 3 supérieurs, furent-ils renforcés par un cœur de pain ferme. Aujourd'hui, nous allons participer à la célèbre cérémonie de découpe du gâteau, racontée dans les récits du roi ancestral. La légende dit que cette cérémonie assurera un héritier en bonne santé au nouveau marié. Un gentleman, qui semblait être le modérateur, utilisa le sortilège d'amplification de la magie du vent pour annoncer la cérémonie. Couper le gâteau était manifestement un rituel légendaire en ce monde. Lorsque le gâteau de mariage fut découvert, des soupirs d'admiration s'élevèrent d'un groupe de jeunes femmes nobles dans l'assistance. Si je me souvenais bien, j'avais préparé un shortcake aux fraises pour ce groupe lors d'un goûter. Je soulevai Arisa pour qu'elle puisse voir le gâteau se découper au-dessus de la foule. Comme c'est beau, j'adorerais couper un gâteau comme celui-là avec vous un jour, maître. J'aimerais porter une jolie robe comme celle-là, moi aussi. Bien sûr, pourquoi pas? Vraiment? Tu es sérieuse? Bien sûr, je te ferai une robe, Lulu, et un coupe-gâteau pour Arisa. Je répondis en plaisantant tandis qu'elle se rapprochait. Bien sûr, j'avais vraiment l'intention de faire une robe pour Lulu un jour. On ne joue pas avec le cœur d'une jeune fille. Déconcertée, Arisa me frappa à plusieurs reprises sur la tête. Alors que j'essayais de la calmer, une vive lumière venant de l'extérieur éclaira soudain son profil. Waouh, ce sont des feux d'artifice? Oubliant son attaque, Arisa leva les yeux vers les feux d'artifice qui apparaissaient dans le ciel nocturne à travers la fenêtre. Les heures supplémentaires des ouvriers de l'atelier de parchemin du vicomte Siemon portèrent leurs fruits. Comme c'est beau, murmura Lulu en contemplant les feux d'artifice colorés. Personnellement, je la trouvais 100 fois plus belle, mais il serait cruel d'interrompre son tout premier feu d'artifice par une telle déclaration. En jetant un coup d'œil autour de moi, je constatais que tout le monde semblait fasciné par les feux d'artifice, quel que soit l'âge ou le sexe. Dans toute la salle, de jeunes nobles amoureux se blottissaient les uns contre les autres pour admirer le spectacle. Pour ce soir, je décidai de ne pas maudire intérieurement leur bonheur. En regardant autour de moi, j'aperçus le héros dans la foule. Je fis semblant de ne pas remarquer les larmes de nostalgie qui coulaient sur ses joues. Une fois le feu d'artifice terminé, de jeunes nobles célibataires sortirent de la pièce pour inviter les jeunes filles libres à danser.
Encore enjouées par la découpe du gâteau et les feux d'artifice, les jeunes filles semblaient tout à fait disposées à les gâter. Aux abords de la salle de danse animée, des servantes commencèrent à pousser de petits chariots. Elles apportaient des parts du gâteau de mariage à tous les invités. Délicieux, oui, c'est vrai. Quel est ce fruit? C'est le lulu, un fruit cultivé dans le verger du vicomte Emmerin. Les yeux des dames brillèrent en dégustant les friandises. Comme je l'espérais, beaucoup de gens semblaient intéressés par le fruit, et les servantes ont fourni les informations que je leur avais données à l'avance. En remerciement de cette publicité gratuite, j'avais préparé un gâteau pour les servantes et le personnel de service. Voilà, Sir Satou. Une servante m'a tendu une assiette de gâteau, que j'ai donnée à Arisa. Arisa et Lulu étant présentes en tant que personnel et non invitées au mariage, elles n'avaient pas été prises en compte lors de la découpe du gâteau. Je leur ai donc partagé ma part. Sir Pendragon, c'est donc ici que vous vous cachiez. Bonjour, Sir Kirk. Le vicomte Kirk Emmerin, propriétaire du verger de Lulu, s'est approché avec sa fille Rina. Nous recevons toutes sortes de demandes pour le fruit de Lulu, grâce à vous. Je suis ravi de l'apprendre. Certains des nobles les plus avisés avaient déjà entamé des négociations commerciales avec le vicomte Emmerin. Sir Satou, si vous le permettez, Sur les conseils avisés d'une de ses servantes, mademoiselle Rina déposa son gâteau et s'approcha de moi. Maîtresse Karina, on va vous voler Sir Satou si vous n'agissez pas vite. Quoi? Juste à ce moment, la princesse Ménéa intervint, prenant mademoiselle Karina par la main. Je suis désolée, mais Sir Satou a déjà promis de danser avec nous en premier. Je ne me souviens pas avoir dit ça. De plus, le temps de danse ne manquait pas, alors il me semblait absurde de me disputer pour des tours. Avant que je puisse arrêter le déchaînement de la princesse Ménéa, une autre prétendante entra en lice. J'étais très demandée ce soir-là. Bonjour, Satou, ça fait longtemps, dame Sarah. C'était la prêtresse Sarah du temple Teunion. Elle s'était cachée dans le sanctuaire du temple Teunion pour échapper à la demande en mariage du troisième prince, mais maintenant qu'il avait été renvoyé dans la capitale royale, elle pouvait probablement s'aventurer à nouveau en toute sécurité. Derrière elle se trouvaient deux autres prêtresses, respectivement du temple Parion et du temple Garléon. En tant que Nanashi le héros, j'avais sauvé ces deux-là et Sarah du sacrifice pour la résurrection d'un seigneur démon. Je ne les avais pas revues depuis, alors j'étais contente qu'elles aient l'air heureuses et en bonne santé. Ce doit être Sir Satou. Dame Sarah a une haute opinion de lui. Les deux prêtresses murmurèrent derrière elle. D'après l'étiquette art, elles étaient apparentées à Sarah. L'une était blonde et l'autre rousse, mais leurs traits présentaient une forte ressemblance avec ceux de Sarah. Les silhouettes imposantes derrière elles étaient des prêtres et prêtresses en chef des mêmes temples. Malheureusement, il semblait que la grande prêtresse du temple Teunion ne pouvait pas venir en raison de sa mauvaise santé. Veux-tu danser, Satou? Sarah me fixait du regard. La princesse Ménéa était sur le point de grimper sur une table pour protester. Mais elle fut interrompue avant qu'elle puisse prendre la parole. Sarah, sœur Rin, surprotectrice comme toujours, mademoiselle Ringrande prit sa défense. Tu es plutôt populaire, hein, Satou? Je ne dirais pas ça. Je haussai les épaules d'un air penaud face à la remarque sournoise de l'héroïne. Oui, beaucoup de jeunes femmes me convoitaient, mais elles étaient toutes adolescentes. Malheureusement pour elles, mes goûts étaient au moins 5 ou 10 ans plus vieux. Finalement, grâce à la médiation de la princesse Mérieste, j'acceptais de danser avec chacune d'elles tour à tour. Sarah, mademoiselle Karina et la princesse Ménéa étaient une chose, mais comment ai-je pu danser avec les autres prêtresses, mademoiselle Ringrande et la princesse Mérieste aussi? Eh bien, j'ai pu danser avec plein de jolies filles et de charmantes dames, alors je suppose que tout est bien qui finit bien.